Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Les Ivoiriens ont coutume de dire que ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que cela n'existe pas. Ça fait sourire, j'aime bien la comédie ivoirienne et c'est ce qui me vient à l'esprit juste pour vous faire sourire un peu. Je ne suis pas contre les autres comédiens, j'aime tous les comédiens, je vous le dis en passant, je ne voudrais pas faire de jaloux. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet d'importance. Ce sujet d'importance est tellement important que si vous ne faites pas attention, vous allez choisir le chemin de la raison contre la loi naturelle. Je m'explique. Vous avez souvent tendance à penser que parce qu'une chose correspond à la raison, et donc cette chose correspond à l'ordre naturel. Il faudrait que vous compreniez une chose. La nature n'est pas basée sur la raison. Il y a dans la nature de la raison, de la logique, du karma. Il y a également dans la nature un mystère. Parce que la nature elle-même est un langage de l'esprit. La nature elle-même est un ensemble de symboles, un langage symbolique. La nature elle-même est un ensemble de codes. Et par conséquent, vouloir prendre tous les éléments de la nature à la lettre, comme dans un raisonnement, cela ne conduit pas vraiment forcément à la vérité. Donc, je me répète, une chose peut correspondre parfaitement à la raison et être contre nature. Et donc, je vous l'ai toujours dit, le raisonnement ne conduit pas forcément à la vérité et n'est pas la vérité. La logique ne conduit pas forcément à la vérité et n'est pas la vérité. Ce sont des instruments qu'on peut aussi utiliser bien pour le mensonge que pour la vérité. La vérité transcende la logique et le raisonnement. Alors, une fois que ceci est dit, je voudrais aborder un sujet et je ne voudrais pas que vous en soyez offusqués, choqués ou tout simplement éberlués. Je voudrais que vous respiriez et que vous rentriez en vous-même et que vous vous posez la question vraiment de savoir et si vraiment cela était vrai. C'est pourquoi j'ai commencé par dire ce qu'on n'a jamais vu, on ne doit pas dire que cela n'a pas existé. De quoi est-il concrètement question? C'est une question que je vais poser. Est-ce que l'infidélité de l'homme est-elle identique à l'infidélité de la femme? Ou vice-versa? Est-ce que l'infidélité de la femme est-elle equal, est-elle égale, est-elle égalitaire, est-elle semblable à l'infidélité de l'homme? Pourquoi je pose cette question? Parce que vous allez entendre sur les réseaux sociaux, c'est souvent un ensemble de conneries à 99% que les gens se mélangent là-dessus. Sur les réseaux sociaux, les gens tentent de comparer l'infidélité masculine à l'infidélité féminine, si je peux ainsi les nommer. Et donc, il y a parfois des échanges houleux, hein, assez virulents, dans lesquels les gens disent, oui, il a trompé sa femme l'a trompé, ça fait match nul. Ou il dit, OK, il t'a trompé, toi aussi vas le tromper, ce sera match nul. Ou bien, eh bien, si la femme trompe l'homme et l'homme aussi trompe la femme, c'est la même chose. Vous entendez souvent ces genres de choses se dire.
Ce que je reproche souvent aux hommes de façon générale avec un grand H, c'est le fait de prendre leurs opinions pour de la vérité et de ne même pas chercher à savoir s'il y avait vraiment un critère ou des critères de la vérité. Je vous assure, ça existe. Les principes premiers. Je répète, les principes premiers. Car tout ce qui existe vient de l'être-té de sa propre nature et donc de son propre principe premier. Le rapport, le ratio spirituel qu'on appelle le rapport du nombre d'or entre le principe et sa manifestation, c'est ce qu'on appelle l'ordre naturel. J'ai toujours été clair quand je vous parle. Donc l'ordre naturel, c'est l'équilibre entre un principe premier et sa manifestation. Donc, quand je connais le principe premier d'une chose, qui est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, donc c'est son principe premier, et je vois sa manifestation, et je trouve qu'il y a un accord parfait entre le principe et la façon dont le principe est utilisé ou est manifesté, je parle alors de l'ordre naturel. C'est ce qu'on appelle la loi. Cela fait partie de la nature. Donc, quand je prends maintenant un principe premier d'une chose, mais que dans sa manifestation, je l'utilise à l'envers de ce que son principe premier autorise dans sa manifestation, alors je suis dans une disposition contre nature. Est-ce que vous voyez? C'est très simple, n'est-ce pas? OK. Prenons un exemple palpable. Voilà un être humain, il est né homme. Cela veut dire que depuis le principe premier, les éléments inhérents à son énergie, depuis le principe premier en mouvement à travers la loi qui est initiée par le principe premier pour une manifestation, a donné naissance à un corps masculin. C'est une évidence qu'on ne peut pas nier. Maintenant, la personne te dit, j'ai un zizi entre les jambes, ou même j'ai un V entre les jambes, mais je crois que je me sens plutôt femme ou je me sens homme. C'est-à-dire, je me sens à l'envers du sexe physique que je porte. Et donc, à partir de maintenant, je suis femme, bien que dans mon corps je sois homme, je suis homme, bien que dans mon corps je sois femme. Cet imbroglio-là, eh bien, est vu du point de vue de la nature comme un événement contre nature. Parce que la nature a exprimé dans son effectivité tangible, puisque le corps est une donnée tangible manifestée, un corps masculin. Mais l'individu dit, je refuse cette réalité, c'est son droit, mais je me sens autre. Jusque-là, il n'a pas tort. Mais là où le problème va se poser, c'est que toute énergie veut forcément se manifester. Et la nature montre le chemin. Donc la nature dit, voilà le principe premier de l'individu. À travers un ensemble de mécanismes initiés par le principe premier dans son activité, il est advenu que l'individu est devenu un homme. Il est né homme avec un zizi. Vous me suivez bien? Ce qui veut dire que la nature, pour son équilibre, a prouvé par une manifestation effective, concrète, touchable, d'où la science, le sensible, a prouvé que l'individu est du sexe masculin. Et donc les mécanismes internes qui ont abouti dans leur victoire ont fourni comme effectivité un sexe masculin. Vous voyez, c'est très simple. On peut même supposer qu'avant que l'individu ne naisse sexe masculin, les deux forces, masculines et féminines, ont dû
combattre dans une dimension virtuelle, mais que de façon effective et physique tangible, c'est plutôt le corps physique humain masculin qui l'a emporté et dont l'individu est né mâle. Si c'est le corps physique féminin qui l'a emporté, on dit l'individu est né femelle. Est-ce que vous voyez? Jusque-là, c'est clair. Donc, la nature a fait une démonstration de ce qu'elle appelle équilibre. Il y a un principe premier et je vois sa manifestation qui constitue un équilibre, c'est ce qu'on appelle l'ordre naturel. Mais quand toi tu dis, tu as un zizi et tu dis, je suis femme, ou tu as un V et tu dis, je suis homme, comporte-toi exactement comme la nature. En faisant quoi? Eh bien, vu que tu contestes ton fait naturel physique et que tu te sens autrement à l'intérieur, tu n'as qu'à utiliser les énergies de ton intérieur pour modifier ta structure biologique. En ce moment, tu serais en adéquation avec le principe premier. On appelle cela l'ordre naturel. Je ne parle pas d'une chirurgie extérieure. Autant me dire que si on va enlever les kystes, pourquoi les kystes poussent encore? Les kystes et les fibromes poussent toujours dans le vagin de la femme simplement parce que, eh bien, ce sont des dysfonctionnements psychosomatiques, d'accord, qui reviennent par le fait que leur cause se trouve dans l'énergie du corps, pas dans le corps, dans l'énergie. Donc, si on fait une ablation, on enlève le kyste, une chose demeure vraie, eh bien, le kyste va revenir. Il en est de même de certaines formes de cancer. Vous le savez bien que moi. Ce qui veut dire que celui-là qui va modifier son corps physique en lui donnant un aspect féminin alors que c'était masculin ou le contraire, agit exactement comme quelqu'un qui enlève un kyste. Tôt ou tard, les lois prévalentes de la nature qui constituent l'essence même ayant abouti à son véritable sexe vont continuer à constituer une pression psychologique et psychique interne et l'individu ne sera absolument jamais stable. Je vous donne cet exemple pour vous montrer ce qu'on appelle la loi. Qu'on appelle la loi. Quand on dit la loi, on parle de l'ordre naturel. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, il y a un ordre naturel. C'est l'équilibre entre le principe premier d'une chose et sa manifestation. Si tu contestes la manifestation, retourne au principe premier et génère une manifestation différente. Pas une action de l'intérieur vers l'extérieur. Là, tu serais dans l'ordre naturel. Sinon, le contraire, c'est tout simplement le désordre ou tout simplement ce que nous appelons Isfet dans la tradition égyptienne ou ce que nous appelons également le dieu Seth. Donc, l'ordre naturel n'est pas contradictoire à la société. D'ailleurs, nos sociétés qu'on appelle communautés sont censées être une représentativité de l'ordre naturel et son expansion, son développement, sa fertilité pour que l'individu se développe de concert avec la nature et non contre la nature. Tout ce qui est contre nature sera purifié par la nature. Il n'y a rien à faire. Même les civilisations contre nature seront purifiées par la nature. Et l'histoire l'a démontré, hein, toutes les fois que les civilisations ont atteint un summum de ce que je ne voudrais pas nommer, de comportements contre nature, la nature les a purifiées. La purification chez la nature, ce n'est pas une destruction, c'est un retour à l'ordre naturel parce que la nature estime que le principe premier et la manifestation sont conflictuels et la nature va rétablir l'ordre. On appelle ça l'ordre naturel. Ouais, j'ai expliqué un BA basiquement. Bien. Et donc, ma question demeure. Est-ce que l'infidélité de la femme est égale à l'infidélité de l'homme? Parce que c'est ça que j'appelle la connaissance. Quand la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, il ne s'agit pas d'opinion. Il ne s'agit pas de raisonnement et de logique. Il s'agit de poser la bonne question. Quel est le principe premier qui est derrière ça?
Donc, c'est le principe premier qui donne la connaissance, la vérité. Le principe premier est la vérité. Il faut bien comprendre ça. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, dire que tu as une opinion, mais que ton opinion n'est pas adossée à un principe premier de la nature, demeure une opinion et ne sera pas la vérité. Même la logique que tu mènes n'en fera pas une vérité parce que ce n'est pas adossé à un principe premier. Donc, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité, c'est l'étude, la connaissance et l'expression du ou des principes premiers. Aussi simple que ça. Sinon, la vérité, elle existe bel et bien. Il n'y a pas de chacun à sa vérité. Ça, c'est une utopie philosophique. Oui, chacun peut développer sa vérité de par ses perceptions. Mais il y a ce que nous appelons l'en-soi de l'être-té, de l'englobant tout, qui constitue la vérité fondamentale. Et c'est ce à quoi nous accédons en sortant de notre propre dysfonctionnement et en prenant conscience que ce qui nous oriente en tant que guideline sur le chemin de la vérité, c'est l'ordre naturel, ce que nous appelons le principe premier. Excusez-moi, je vais devoir décrocher. Oui, je suis en ligne là. Je peux te rappeler? Désolé, désolé. Bien, excusez-moi. Alors, laissez-moi vous répondre en m'appuyant sur ce que j'appelle l'ordre naturel. Et que ce soit clair pour vous aujourd'hui, demain, après-demain, même dans 1000 ans, ça ne changera pas. Le vrai problème avec les gens, c'est de prendre la culture occidentale pour de la connaissance universelle et de se baser sur des raisonnements d'égalité pour inventer des opinions sur lesquelles il n'y a absolument aucun fondement principiel. Je m'explique et je vais être direct avec vous. L'infidélité de la femme au foyer est complètement différente de l'infidélité de l'homme au foyer. Ce n'est pas du tout la même chose et cela ne sera jamais la même chose. Parce que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas le chemin de la vérité, parce que ça vous frustre, ça peut frustrer la femme qu'on dise par exemple que l'infidélité de la femme est grave par rapport à l'infidélité de l'homme. La femme dira mais pourquoi? Ou certains hommes diront non, c'est injuste. Non, écoutez, on pourrait aussi trouver injuste le fait que pourquoi pendant 9 mois, une femme va porter un bébé dans le ventre? Est-ce que vous pensez que c'est facile? Non, vous pouvez faire l'expérience en tant qu'homme, si vous voulez. Vous n'avez qu'à avoir un gros ventre rempli de nourriture et vous promener pendant, avec, et en faisant les travaux domestiques, en marchant. Mais ce n'est pas facile. Allez demander à ceux qui ont un ventre proéminent jusqu'à quel point c'est compliqué. Donc, pour une femme, porter un enfant, vu par moi en tant qu'homme, je ne parle pas des autres hommes, c'est une tâche gargantuesque pour moi. C'est quelque chose d'infaisable pour moi. Mais ce qui est encore extraordinaire, vous allez voir des femmes qui ont fait 2 enfants, 3 enfants, et vous avez mal dans votre chair pour elles, mais elles ont encore envie d'en faire 10 si possible. En fait, la femme est construite comme ça. Elle est une machine qui a été fabriquée comme ça. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, sur ce point de vue-là, on aurait pu accuser Dieu quand nous voyons la souffrance que la femme endure pendant 9 mois. On aurait pu dire, mais Dieu, pourquoi tu as fait ça? Et on aurait pu demander à Dieu, bon, en contrepartie, là, et comme il y a la justice, du côté de l'homme, là, qu'est-ce qui convient à l'homme? Parce que l'homme aussi doit souffrir pour ça. Et bizarrement, sur le plan physique, on ne trouve rien qui corresponde à cela. Et dès que la femme accouche, elle est complètement déformée, en grande partie. L'homme, lui, il est là tranquille. On pourrait parler aussi d'une forme d'injustice. Et pourtant, c'est logique ça. C'est vu, visible, sensible. Une femme pendant 9 mois qui porte une grossesse, un homme qui n'en porte pas et qui peut même peut-être, entre griffes, vadrouiller en ce moment-là, on pourrait parler d'une injustice. Même s'il ne vadrouillait pas, on pourrait parler d'une injustice parce que quand même,
Un enfant se fait à deux mains. C'est lui qui porte, c'est elle qui porte quand même un poids difficile. Il y en a même qui délirent. C'est difficile pour la femme. Il faut être à côté. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai toujours été à côté. Et moi, ça me fait mal. Je ne sais pas comment la femme fait, mais c'est quand même incroyable. Donc, il est impossible de faire une comparaison parce qu'on aurait pu dire aussi, bon, pourquoi l'homme n'enfante pas? Vous devez éviter de confondre les faits de société et les droits de société au fait de la nature. Je suis d'accord que sur le plan juridique et sur le plan sociétal, des dispositions soient prises dans un sens comme dans un autre pour accompagner des couples ou pour prendre des dispositions, je ne suis pas dans ce domaine-là, en ce qui concerne l'infidélité de l'homme ou de la femme. Mais sur le plan métaphysique, l'infidélité de la femme est gravissime par rapport à l'infidélité de l'homme. C'est la question que vous ne vous posez pas. Pourquoi nos ancêtres s'orientaient vraiment sur l'infidélité de la femme? Pourquoi l'infidélité de la femme est-elle très gravement punie? Pourquoi, sur le plan sexuel, l'infidélité constatée chez la femme devient un problème? L'homme a beau être infidèle, apparemment, ça ne crée pas un problème spirituel, ça ne tue peut-être pas l'homme et la femme, mais je vous assure, dans plusieurs familles, il y a des interdits, il y a des totems. Si la femme trompe son homme, l'homme peut mourir. Les enfants peuvent voir leur vie raccourcie et la femme elle-même peut devenir folle. Mais pourquoi les anciens, si c'est eux, ont-ils fait ça? Est-ce que c'est eux qui ont fait ça? Ou bien, dans la nature, le rapport qu'il y a entre l'infidélité de l'homme et l'infidélité de la femme, ce n'est pas un rapport d'égalité. Et il n'en sera jamais ainsi. Je ne parle pas comme ça parce que je suis un homme. Non, il faut que vous arrêtiez cette connerie de féminisme-là. Parce que déjà, j'ai expliqué à plusieurs reprises, si une femme veut faire la maligne entre griffes pour dire, voilà, les hommes sont comme ça, nous aussi on est comme ça, l'homme peut patienter pendant 40 ans avant d'avoir un enfant, mais ce ne sera pas le cas d'une femme. Ça veut dire que même si on peut avoir les mêmes droits dans la société, du point de vue de la nature et des principes de la nature, ce n'est absolument pas la même chose. Et ce n'est pas une question de comparaison et d'égalité, non. C'est une question de rôle, de l'énergie fondamentale de chaque personne. Il faut bien comprendre ça. Donc l'infidélité de la femme, elle est différente. Et je le répète encore, elle est différente. Elle est différente de l'infidélité de l'homme. Ne comparez plus jamais les deux. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, taisez-vous. Il vaut mieux se poser la question intelligente et intelligible de savoir quel est le principe premier derrière l'infidélité de la femme. Est-ce le même principe premier derrière l'infidélité de l'homme? La réponse est non, nada. Donc, du coup, on ne peut pas traiter l'infidélité de la femme de la même manière qu'on traite l'infidélité de l'homme. Ce n'est pas possible. OK, laissez-moi vous donner un exemple simple qui vient de votre propre Bible, la Bible des chrétiens. Lorsque le péché originel a été commis, qu'il vous souvienne que, eh bien, le serpent apparemment n'a pas discuté avec Adam. D'accord? Dieu a interdit dans le jardin d'Éden de manger la pomme, le fruit défendu, comme on l'a dit. Et donc, Adam s'en est tenu à sa version, vivre sa vie et ne pas s'approcher du fruit défendu. Mais le problème serait venu après la création de la femme. La femme, elle voit le fruit et elle trouve que c'est désirable. Et donc, eh bien, elle est attirée par le fruit.
Pendant que l'homme, apparemment, n'a jamais conversé avec le serpent, la femme, elle, elle a conversé avec le serpent. Vous voyez, c'est-à-dire un être qui converse avec le serpent. Même si je prends ça dans un sens direct, on vous montre déjà que la femme, elle est différente. La femme est un être paradoxal. Elle converse avec le serpent. Le serpent lui dit des choses. Elle répond au serpent. Déjà, de façon métaphorique, quand on vous parle de ça, ça devrait déjà faire un tilt dans votre tête. La femme est tout ce qui correspond à l'anomalie dans un système. Ce n'est pas une insulte, c'est sa nature. La femme est une anomalie dans un système. Il faut bien comprendre ça. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Et ce n'est pas fini. Lorsque Dieu a constaté, le Dieu chrétien a constaté, le Dieu de la Bible a constaté, euh, euh, disons, que la pomme a été croquée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord demandé à Adam. Adam dit, c'est pas moi. Comme pour dire, ce que tu m'as dit, moi, j'ai respecté. Mais c'est la femme. C'est la femme que toi-même, tu as mise à côté de moi qui a fait ça. Dieu va vers la femme et dit, femme, qu'as-tu fait? La femme répond, c'est le serpent qui m'a trompé. Mais Dieu n'a pas posé de question au serpent. Il l'a maudit en disant, tu vas ramper sur la terre. Et de deux, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Tu vas mordre, tu vas le mordre, la génération de la femme, au talon, et elle t'écrasera avec son talon, la tête. Ça, c'est une parabole qu'on expliquera après. La partie la plus intéressante, c'est que quand Dieu a maudit le serpent et a dit, tu vas ramper dans la poussière, il est venu, il a maudit la femme. Il aurait maudit la femme, selon ce que les gens comprennent maladroitement. Il a dit simplement, eh bien, en termes de malédiction, une forme de souffrance, une forme de travail, de souffrance dans les douleurs de l'enfantement. Il faut bien comprendre ça. Douleur dans l'enfantement. Et il va avec vers l'homme et il dit, parce que tu as fait ça, toute la terre est maudite à cause de toi. Les choses vont pousser difficilement. Déjà, regardez, la même faute commise par les trois, je vais dire, le serpent, la femme et l'homme. Mais la punition n'a pas été identique. L'homme, lui, eh bien, à cause de lui, toute la terre est maudite. La femme, elle, va accoucher dans les douleurs de l'enfantement et le serpent va ramper et voilà. Vous voyez déjà le même acte qui est posé, des sanctions différentes. C'est exactement de ça que je parle. Le même acte, sanctions différentes. Ça, c'est la métaphore. Sinon, en réalité, le serpent, la femme et Adam, c'est une seule identité. C'est l'individu sur ces trois niveaux. Sur son niveau de l'esprit, sur son niveau de l'âme, qui est la femme, et sur son niveau inférieur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si la femme trompe l'homme, cela crée une complication et c'est à l'étude de cette complication quand les anciens de la spiritualité ancestrale ont vu les dégâts. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas inventé. Ils ont vu les dégâts. Quand la femme est infidèle au foyer, ils ont vu les dégâts avec leurs yeux. Et ils ont dit, hé, c'est foutu. Ils ont vu jusqu'à quel point les dégâts sont liés à toute une génération. Parce que la femme, dans son intériorité, est une usine qui permet de fabriquer l'être humain. L'homme, lui, il ne donne que le sperme. Mais toute la transformation
toute la magie, toute la résurrection, toute la renaissance se déroule à l'intérieur de la femme. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la femme, de par son pouvoir utérin, le pouvoir de son utérus, a la capacité de transformer le germe, la semence d'un criminel en la semence d'un saint homme. C'est ça l'industrie qu'est la femme. L'homme ne possède pas en lui ce pouvoir, ce chemin, ce schéma inhérent de la métamorphose. C'est la femme qui possède ça. Est-ce que vous voyez déjà le danger? La femme est associée à un principe de la démultiplication d'une seule chose en une infinité de choses. Elle est l'entité plurielle. L'homme est l'entité unique. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de la femme, c'est là que se déroule la division cellulaire, pas au niveau de l'homme, pour donner naissance à un enfant. Lorsqu'une faute est commise, ne regardez pas la faute qui est commise. Ne regardez pas l'infidélité. Regardez plutôt l'énergie qui l'a initiée. Si c'est l'énergie de l'homme qui l'a initiée, c'est l'infidélité masculine que j'appelle ainsi. Ça veut dire alors que l'impact est minime par rapport au fait que c'est l'énergie féminine qui l'a initiée. Car l'homme et la femme n'ont pas fondamentalement à la base la même structure énergétique. Pour la femme, c'est lié à la multiplication et la multiplicité. Pour l'homme, c'est lié à l'unité. Pour la femme imprime un code que nous appelons, disons, la mémoire magnétique à toutes les cellules, comme la reine d'une abeille, qui coordonne l'activité de toutes les abeilles. Alors que chaque abeille a un rôle qui est différent. La femme, dans son utérus, est associée à l'énergie chtonienne, une forme d'énergie qui connecte l'ensemble du tout. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'énergie masculine. Parce que si c'est la femme qui initie l'infidélité, l'impact que cela a est si destructeur, contrairement à l'infidélité de l'homme. Je ne suis pas sur l'homme. Je vous explique les choses par rapport au principe premier des choses. Et si l'âme, et si le corps, ou si Ève ne donne pas naissance dans les douleurs de l'enfantement, eh bien la terre ne sera pas maudite. Parce que la femme représente le côté intérieur d'une chose. L'homme n'en représente que le côté extérieur. Nos ancêtres avaient fait des expériences douloureuses. Ils ont constaté que si une femme devenait infidèle, il y avait une marque sur tous les enfants à cause de l'énergie magnétique qui fait originer l'individu du sein de la femme, là où les choses prennent même naissance et où l'identité de l'individu se forme dans toute la diversité de sa multiplicité. Ils ont analysé cela sur plusieurs générations et ils ont tiré la conclusion. Et donc, ils ont banalisé l'infidélité de l'homme et ils ont pris au sérieux l'infidélité de la femme parce que cela apportait un chaos systémique dans l'énergie
platonienne d'une structure familiale. Car toute une structure familiale est connectée par l'énergie de la femme mère fondamentale de toute la famille, il y en a. Donc, comparer l'infidélité de l'homme et l'infidélité de la femme est une erreur. Sur le plan juridique et sociétal, je m'en fous de ça. Débrouillez-vous selon les lois de votre pays. Mais ce qui m'intéresse, c'est que sur le plan spirituel, vous compariez les deux, c'est une aventure qui ne vous arrangera pas. En Afrique, lorsque la femme est infidèle, on doit forcément lui faire un rituel. Si on ne lui fait pas de rituel, l'impact que cela a sur la famille et sur les générations, ce n'est pas la même chose que l'infidélité de l'homme. Et j'ai précisé, ce n'est pas l'infidélité en soi qui pose problème, c'est celui qui l'a initié. Si c'est l'énergie, c'est l'homme qui l'a initié, c'est différent de quand c'est la femme qui a initié l'infidélité. Ça ne porte pas la même structure énergétique. Je voudrais donc continuer cette discussion et donner des détails plus intéressants, plus profonds, et vous proposer également une purification spécifique si, en tant que femme, vous avez été infidèle et que votre mari souhaite qu'on vous fasse une purification, je peux vous aider. Si également vous avez été une femme infidèle, pas mégade ou je ne sais quoi, je ne voudrais pas juger quelqu'un, et que vous avez été éveillé à un moment donné, mais que cela demeure pour vous un poids que vous n'arrivez pas à gérer et que vous pensez qu'il est nécessaire pour éviter des conséquences sur les enfants, si vous souhaitez que cela soit purifié de façon spécifique, eh bien, je peux vous aider. Parce que si nous ne le faisons pas, nous condamnons beaucoup de générations. Et ça, c'est juste des choses que je partage avec vous. Maintenant, je propose le samedi 22 août à 15 heures, je dis bien le samedi 22 août à 15 heures, une rencontre de discussion sur cette thématique, infidélité de la femme contre infidélité de l'homme, compréhension métaphysique. Je voudrais qu'on discute ensemble, que je change avec vous. Maintenant que vous avez suivi cette capsule, on le fera dans un groupe spécifique, Aksharam International Association, qui est un groupe réservé aux membres de l'école. Ceux qui suivent n'importe quelle formation chez moi, eh bien, demandez et vous faites partie de ce groupe de Aksharam International Association à partir donc de vos différentes communautés, pays. Je profite également de l'occasion pour dire ceci, et je voudrais que vous m'écoutiez bien, je vous en prie. Je ne vous prendrai que 5 minutes, promis. J'ai constaté que nous avons beaucoup de groupes sur Telegram. Imaginez, nous sommes partis du principe que pour chaque pays, il faut une communauté et donc créer un groupe. Mais si nous prenons l'Afrique a, je crois, 54 États. L'Europe en a plus de 30. L'Amérique, n'en comptons pas, et l'Asie, etc. Ça veut dire que si on ne sait pas faire, on risque de créer, ne serait-ce que pour le continent africain, 54 groupes Telegram. Ça ne sonne pas bien. Et le second problème, c'est que nous risquons de continuer de propager, disons, un comportement néocolonial ou colonial et néocolonial qui veut que l'Afrique soit fragmentée. Ayant pris conscience de ça, j'ai décidé ceci. À la longue, nous allons mettre fin à toutes les communautés pays. Et aujourd'hui, nous n'aurons que 5 grandes communautés, comme les 5 doigts de la main. 5 grandes communautés. Et nous prendrons comme
continent les communautés. Donc, j'ai déjà créé sur Telegram les 5 communautés qui sont les 5 continents. J'ai créé la communauté Afrique. Dans la communauté Afrique, tous les pays de l'Afrique et tous les responsables pays seront admins pour pouvoir s'exprimer ou discuter avec leur communauté, mais dans le continent ou la grande communauté Afrique. Donc, que vous soyez ivoirien, togolais, béninois, que vous soyez, disons, sud-africain, ou que vous soyez, qui que vous soyez dans les pays de l'Afrique, vous tous, vous allez rester dans le groupe Aksharam Afrique. Groupe Aksharam Afrique. Communauté, groupe Aksharam Afrique. Si vous faites partie d'un pays de l'Europe, vous êtes peut-être en Espagne, en France ou en Belgique ou peut-être en Allemagne, il n'y aura plus à la longue des communautés séparées. On a maintenant une communauté Europe où vous tous, vous allez être dedans. Mais il y aura des admins qui seront les responsables pays, mais toujours dans communauté Europe. Même chose pour l'Asie, même chose pour l'Amérique, même chose pour l'Océanie. Et je nommerai ensuite un responsable par continent. Donc, si la Côte d'Ivoire veut organiser une conférence, eh bien, ce sera à l'intérieur du groupe Afrique où la Côte d'Ivoire va lancer l'information aux Ivoiriens qui vont se présenter dans leur pays à cette conférence. Nous n'allons plus suivre le schéma néocolonial de la balkanisation de l'Afrique. Pour nous, à partir de maintenant, l'Afrique est un seul pays, c'est un seul État, constitué de 54 départements ou régions, ou quartiers, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça nous permet d'arrêter d'avoir des centaines de communautés partout. Donc, j'informe toutes les communautés pays que vous recevrez comment on appelle, des communiqués de ma part avec les liens de chaque continent. Donc, si vous êtes sur un continent, vous cliquez sur et le canal et le groupe et vous entrez dans votre communauté continent. Et une fois dans votre communauté continent, eh bien, vous y êtes. Il n'y aura plus à dire où est la communauté de Guinée, où est la communauté de l'Espagne, où est la communauté de la Tanzanie. Non, on ne peut pas s'en sortir avec ça. Maintenant, il y a 5 continents qu'on a répertoriés. Il y a l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Et donc, si vous êtes sur l'un de ces continents, une fois que le communiqué va circuler dans les groupes, vous cliquez sur le lien de votre continent en termes de canal et de groupe, et c'est tout. Voilà, ainsi on va en finir avec les milliers de groupes de pays où on ne s'en sort absolument pas. Et voilà, comme ça nous facilite la tâche. Je trouve que cette idée est quand même intéressante, dont nous allons tous faire l'expérience. Et donc, je rappelle maintenant à ceux qui sont dans Aksharam International Association, qui est le groupe des membres de l'organisation, ceux qui sont membres, que le samedi 22 août, nous allons faire cet échange sur infidélité de l'homme contre l'infidélité de la femme. Nous allons en discuter encore en profondeur parce qu'il y a des choses sexuelles et vaginales dont je ne peux pas parler ici maintenant, mais dont je peux parler intimement entre nous. Je vous remercie. Paix et bénédiction à vous.